Bonjour, c'est un nouveau format que je vous propose et qui a la particularité de mêler trois de mes passions, l'écriture bien évidemment, les BD et en particulier les comics, et l'histoire des sciences. Plus qu'à trouver un format où je pourrais ajouter le basket, les jeux vidéo, la bouffe et le sexe et on sera pas mal. Alors non, je vais pas me substituer à vos vulgarisateurs scientifiques favoris, je vous propose plutôt un moment de détente et un travail de pensée pour voir quels mécanismes sont ou seraient en œuvre pour que votre super arrive à faire ce qu'il fait. Et autant commencer par le premier d'entre eux, par la célébrité, et peut-être bien par son niveau de pouvoir aussi, à savoir Superman. Dernière précaution avant de débuter, qu'on rappellera sûrement à chaque épisode, les super-héros et leurs pouvoirs ça évolue selon l'auteur, son humeur et ses besoins. Alors on va prendre comme référence sa toute première apparition. Premier par sa célébrité, disais-je, car on pourrait débattre de sa place de premier dans l'histoire. Créé en 1933, il apparaît en un avatar terrien, vagabond et télépathe. Il faudra attendre 1935 pour qu'il se transforme en un terrien du futur, envoyé bébé par ses parents d'une terre qui se meurt et qu'il se découvre des pouvoirs en grandissant. C'est en 1938 que le personnage créé par le scénariste Jerry Siegel et le dessinateur Joe Shuster sera publié dans sa forme actuelle de Kryptonien dans Action Comics. Et on peut donc lui trouver des super-héros antérieurs tels que Mandrake, 1934, ou le fantôme du Bengale en 1936. On finit rapidement sur l'anecdote politique, Superman est apparu en France sous le nom de Yordi, et en Belgique sous le nom de Mark, l'Hercule moderne. Non, les traducteurs n'ont pas fait un excès de zèle ou fumé la moquette, mais les éditeurs de l'époque avaient peur que le nom Superman résonne trop avec les théories nazies. Bref, attaquons le plat principal avec un petit indicateur qui validera ou non les différents aspects de notre ami kryptonien. Premier d'entre eux étant son origine kryptonienne, donc il faut s'intéresser à la vie extraterrestre. Et je vois venir les deux du fond de la salle, non, à ce jour nous n'avons toujours pas de preuves de vie sur une autre planète, on espère trouver des traces de microbes dans notre voisinage, mais pour ce qui est d'une civilisation avancée, c'est pas encore ça. D'ailleurs, intéressons-nous aux paradoxes de Fermi, qui sont en réalité des questions que s'est posé le physicien italien Enrico Fermi, prix Nobel en 1938. La légende veut qu'il aborda le sujet à la cantine de Los Alamos entre le plat et le dessert de la manière suivante. S'il y avait des civilisations extraterrestres, leurs représentants devraient déjà être chez nous. Où sont-ils donc? Car voyez-vous, ce qui turlupine l'ami Enrico, c'est que le Soleil est plus jeune que d'autres étoiles de notre galaxie. Donc la vie dans notre système devrait elle aussi être plus récente. Déjà, moi, ce qui me turlupine personnellement, c'est la notion même de paradoxe. Un paradoxe, c'est une association de choses contradictoires. Et comme de nombreuses personnes l'ont fait remarquer à travers les décennies, il n'y a rien de vraiment contradictoire dans les paradoxes de Fermi. Déjà, la Terre peut être un cas unique, que ce soit en termes de vie, voire en termes d'avancement technologique. Ensuite, il se peut que les extraterrestres ne soient pas curieux, qu'ils décident de vivre sur leur planète et de se foutre de l'extérieur. Nous, humains, nous sommes des explorateurs, et ne pouvons pas assimiler facilement que d'autres ne le soient pas. Il se peut aussi que leur environnement naturel les rende indétectables. Peut-être qu'ils ont une Terre creuse, eux. Il se peut que les extraterrestres soient déjà venus, mais qu'on ne l'ait pas remarqué. Soit ils sont très discrets, soit leur nature trop différente de la nôtre nous les rend inconcevables comme aliens. Et non, n'allez pas penser que je valide les théories à la con de création des pyramides et autres abductions. Et puis surtout, quelle qu'en soit la raison, Hubble, le gars qui a donné son nom au télescope spatial, a démontré que l'univers était en expansion. Donc plus le temps passe, plus les galaxies s'éloignent et tomber sur une civilisation avancée se complexifie un tout petit peu. À l'exception peut-être d'Andromède qui va rentrer en collision avec la nôtre dans quelques millions d'années. Pour aller plus loin, on pourrait s'intéresser à l'équation de Drake, qui estime le nombre potentiel de civilisations extraterrestres dans la Voie lactée. Bon, déjà cette proposition mathématique ne fait pas consensus, enfin, pas sur les valeurs de chacune des variables. Ensuite, Krypton n'est pas dans notre Voie lactée. L'info varie, et dans le premier numéro qui fait office de référence pour cette vidéo, c'est pas précisé. Apparemment, d'après des sources plus récentes, notamment la série Smallville, on serait sur un projet de voyage à 225 années-lumière. Mais coup de chance dans notre cas, nos amis kryptoniens savent qui nous sommes en 1938, et Jor-El et Lara-El, les parents de notre sujet du jour, donnent au GPS la position du Kansas. Voilà un premier point de réglé, on va pouvoir passer au pouvoir. Et en 1938, Superman fait état de 3 pouvoirs. Il vole, vous noterez les guillemets, il va plus vite qu'un train, il est super fort, et il est pare-balles. Bon, déjà, il vole pas vraiment à ses débuts, il saute par-dessus les buildings. Du coup, pourquoi la cape? D'ailleurs, pourquoi une cape en général? On le sait, c'est une règle, pas de cape. Les potes. Pas de cap.
Metaman, ascenseur mortel. Ultraman, décollage pratique. Splashman, aspirovortex. Pas de cap. Si Superman arrive à sauter aussi haut, cela veut dire que la gravité sur Krypton est beaucoup plus forte que sur notre bonne Terre. Mais de combien, vous allez me demander? Eh ben, figurez-vous que Roland Lehoucq, chercheur au commissariat à l'énergie atomique, avait planché sur le sujet et que pour lui on serait sur un ratio de 30. En comparaison, la Lune, on est à 6 fois moins que sur Terre. Ça nous en dit donc un peu sur Krypton. La planète serait donc 30 fois plus grande que la Terre à densité égale, soit 3 fois Jupiter pour 1/12e de la masse du Soleil, tout en étant une planète rocheuse. Ce que n'est pas Jupiter d'ailleurs. Sacré engin au final. Donc il faudra réussir à s'en échapper. Ainsi, un engin spatial devrait aller à plus de 300 km/s, là où nos fusées vont à 11 km/s environ. Il va falloir l'équiper d'un système de cryogénie pour que Clark ne meure pas de vieillesse. Car à ceux qui pensent qu'il suffirait, là aussi notez les guillemets, d'aller à 225 fois la vitesse de la lumière, autant vous dire qu'un objet qui irait à cette vitesse invaliderait les lois de la relativité et exploserait à la moindre poussière d'astéroïdes rencontrée. Donc oui, c'est mort, oui. Ouais. Car oui, pour que Superman conserve ses pouvoirs, ou du moins une partie, et on va y revenir, il faut que son corps réagisse comme un astronaute qui se balade sur la Lune, et pas comme un être qui a vécu toute sa vie sur la planète de destination, en l'occurrence la nôtre, car son corps se serait adapté au fil du temps, lui faisant perdre ses pouvoirs. Second pouvoir, Superman court plus vite que ne roule un train. On serait tenté de croire que la gravité explique tout là aussi, c'est contre-intuitif. Enfin, du moins pour moi. Dites-moi d'ailleurs si pour vous ça l'est aussi. Mais c'est en fait exactement l'inverse. Sur une planète à plus faible gravité, on va moins vite. Pourquoi? Car la fréquence des foulées est plus faible. Sur une planète avec une gravité plus forte, la vitesse de course augmente, mais l'effort requis serait trop élevé pour maintenir une vitesse élevée longtemps. Là aussi, des calculs ont été faits, notamment par la NASA, et pour un humain allant à 7 km/h sur Terre, on serait entre 3 et 5 sur la Lune par exemple. Pour dépasser un train sur Terre, à peu près 100 km/h en 1940, Superman devrait aller à environ 500 km/h sur Krypton. Donc pour que ça passe, il faut partir du principe que Clark ne court pas mais fait des bonds en longueur. Superman fait aussi œuvre de super force, et non, c'est pas en raison de la gravité non plus. Plier une barre de fer sur la Lune demande le même effort que sur Terre. Casser un rocher, idem. La seule différence va être pour porter des choses lourdes. Pour vous donner une idée, le scaphandre d'un astronaute qui a marché sur la Lune fait 72 kg sur Terre. Sur la Lune, on est sur du 12 kg ressenti. Donc difficile de connaître l'origine de cette force et de la valider ou non. Même si Action Comics nous dit que les habitants de Krypton ont des millions d'années d'avance sur leur structure physique, et que c'est pas si incroyable que ça, car les puces et les sauterelles ça saute super haut, et que les fourmis ça porte des centaines de fois leur poids. Bon, déjà les fourmis ça porte 60 fois son poids, ce qui est déjà très bien, hein. Mais bon, l'exemple ne fait pas preuve, surtout que si les fourmis y arrivent, c'est notamment en raison de leur absence de squelette, leur petite taille, et leur carapace qui leur donne une stabilité et une résistance excellente, le tout couplé avec une morphologie leur permettant d'optimiser leur posture et leur équilibre. Bon ben, pour le côté bulletproof c'est assez facile. On peut par exemple régler la question avec une densité de peau beaucoup plus forte. Si on prend comme référence son surnom d'homme d'acier, la densité de la peau d'un kryptonien serait donc 7 fois plus élevée que pour nous. Cela ne viendrait cependant pas sans inconvénient, notamment l'hydratation. Mais on peut penser qu'une régulation interne dans leur anatomie gère le tout. En revanche, une peau dense, c'est aussi une peau qui manque de lumière, et comme une partie de ses pouvoirs est censée venir du soleil, bon ben là ça marche plus du tout quoi. On peut cependant faire une petite parenthèse, qui vaudra pour tous les êtres doués de pouvoir, à savoir l'utilisation de ceux-ci. Par exemple, quand est sauvée une personne qui tombe d'un toit d'immeuble, le héros ou l'héroïne vole en ligne droite vers elle pour l'attraper, comme vous quand vous rattrapez in extremis votre portable qui tombe de la table, attention Lamartine c'est maintenant. Oui mais entre la vitesse de chute de la future victime et celle du vol de votre super, il y a de fortes probabilités pour que votre future victime devienne actuelle victime avec un bon gros coup du lapin qui lui brisera la nuque, colonne vertébrale ou causera une commotion qui s'avérera mortelle. Pour sauver réellement la personne en danger, il faudra décrire une parabole autour de la victime pour la rattraper dans de bonnes conditions. Autre sujet dans la même thématique, Lois Lane. Je sais pas comment aborder la chose élégamment, donc bon. Mais avec ce qu'on vient de dire de Clark Kent, à la première relation sexuelle, la pauvre Lois, elle est soit atomisée, soit mise en orbite lors de l'orgasme. Soit ça, soit elle a un vagin en kryptonite. J'ai pas de... voilà, bon. Donc, en résumé, et pour rester dans les rails, il faut que Krypton sache où est la Terre, cryogénise le bébé, utilise une fusée qui va au décollage à 1 millième de la vitesse de la lumière,
sans que l'accélération vaporise le tout à la fin du compte à rebours. Et avant tout ça, que la planète ne soit pas transformée en naine brune, empêchant ainsi ne serait-ce que l'apparition de la vie sur Krypton. Il faut aussi que la science kryptonienne ait stérilisé le vaisseau, et potentiellement qu'elle avec, pour qu'il n'annihile pas toute vie sur Terre en raison d'un microbe ou d'un virus kryptonien. Inversement, il ne faut pas qu'une saleté terrestre infecte le bébé à l'arrivée, comme la rougeole par exemple. Mais ça serait clairement le plus simple à faire dans toute la checklist. Et même avec toutes les cases cochées, notre ami kryptonien va peu à peu perdre ses pouvoirs, du moins ceux liés à la différence de gravité avec le temps. Et il lui faudra tout de même utiliser des préservatifs groupe kryptonite, et on n'est pas sûr qu'ils soient cancer-proof pour Loïs ou même pour Clark. Comme quoi, Lex, fallait pas t'inquiéter en vrai. Fallait juste être patient. I have to leave you now. No hard feelings. Merci d'avoir regardé cette vidéo qui était un peu un pilote, et en tant que tel, j'ai pu passer un peu vite sur certains aspects, et surtout des physiciens ou des astrophysiciens auraient sûrement beaucoup à en redire. Des mathématiciens aussi, très certainement. Un second épisode est en préparation, et pour après, tout dépendra aussi de vous. Alors merci de liker, commenter, partager, bref, vous connaissez le bail.